La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse de ce mercredi 24 avril, nous allons tout de suite commencer avec Courrier de Madagascar, 2 titres mis à la une. Roland Ratiraka, Maikani Fanatatiran Shiftianana, Sylvain Rabetsaruna, on peut toujours faire table rase. Voilà ici donc les 2 titres mis à la une par Courrier de Madagascar. Et à ce sujet, par rapport au titre en français, on nous dit donc que cet ancien sénateur, actuel membre du CST et président d'honneur du parti PNJ Mazav, également aussi candidat à l'élection présidentielle, eh bien, a accepté aussi de livrer un point de vue sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Et par rapport aux questions posées alors ici par Courrier de Madagascar en ce qui concerne les suggestions issues de la réunion dirigée par le FFKM, comme notamment l'instauration d'une nouvelle transition et le report des élections, eh bien, à Sylvain Willy Rabetsaruna de dire que, et je cite, « Je réalise l'immense effort effectué par la communauté internationale et les autres dans le processus. Par contre, je comprends aussi le souci du FFKM qui appréhende une crise post-électorale. Je sais pertinemment que la meilleure solution, c'est la voie des urnes que tout le monde attend. Toutefois, le FFKM veut partir sur une base solide et saine pour éviter la répétition de la crise. » Voilà, grosso modo, ce qu'il avait fait savoir. Mais en ce qui concerne aussi toujours cette question, beaucoup de questions ont été posées par ce candidat du PNJ Mazav. Par exemple, il a toujours préconisé la trêve politique, faire table rase, c'est-à-dire que le pays doit être dirigé par des technocrates neutres. Et je suis contente, il dit que des gens de bonne volonté se rejoignent à lui. Est-ce qu'on peut faire ça avant le 24 juillet? Question ici posée, mais suivi d'autres. Plusieurs questions, comme les élections vont se faire, mais qui peut nous garantir qu'il n'y aura pas une nouvelle crise? Qui peut nous éviter une crise post-électorale? Ainsi, il faut un gouvernement neutre avant les élections. Peut-on mettre en place ce gouvernement neutre avant le 24 juillet? Est-ce que la communauté internationale peut garantir qu'il n'y aura pas une crise post-électorale? Dieu seul en est témoin quand ils ne seront plus là. Je n'ai jamais demandé le report des élections, mais si c'est pour améliorer l'application du processus, le PNJ Mazav est partant. Pourquoi la communauté internationale ne destitue pas le gouvernement actuel et met en place un gouvernement inclusif, neutre et consensuel, un gouvernement technocrate le plus rapidement possible avant le 24 juillet? Beaucoup ici de questions sont posées par ce candidat. Mais en ce qui concerne de la candidature de la Laura Valman, on est bien à Sylvain Rabetsaruna de dire que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. La Laura Valman n'a rien fait, ce n'est qu'une question technique par rapport aux dates, une question technique chronologique alors qu'elle n'a rien fait, tandis qu'on accepte la candidature de quelques-unes qui ont fauté, reconnues coupables. Des amnistiés peuvent se présenter, d'autres sur la liste des sanctionnés sont candidats alors qu'elle n'a rien fait. Où est la décence politique, où est la cohérence dans tout cela? Ça n'a pas d'allure, c'est encore le souci du FFKM. D'où ma proposition de faire table rase, a encore ici appuyé donc Sylvain Rabetsaruna sur ce sujet. On enchaîne avec le journal La Vérité, Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, méconnaissance de la feuille de route dans son intégralité, accident meurtrier à Katajamami, 2 morts, dont un colonel de gendarmerie. Voilà ici les titres mis à la une par le journal La Vérité. Mais en page 2, on nous fait savoir à travers un de ces articles parti avis, une aile pro Edgar se dévoile. Nirland, Tondiamazu, Zwanita, Ndani Mananzar, Justin Rakotondrine, telles sont entre autres les têtes pensantes de la vie qui viennent donc de constituer l'association Fivouille, un groupement composé en majorité de membres du parti Assavita Nufaptaran, ainsi que d'autres simples citoyens. De l'information partagée ici par le journal La Vérité, cette nouvelle aile de l'AVI déclare vouer un soutien au candidat TGV et actuel PDS d'Antananarivo, Edgar Azafnava, position qu'ils l'ont officialisée lors d'une conférence de presse et d'ailleurs qui diverge de celle d'une aile dirigée par Laurent Ramarson et consorts qui penche plutôt pour le vice-premier ministre Adzou Antananarivo. Ces derniers ayant déclaré que chacun est libre de choisir son candidat, la stratégie de la dispersion semble déjà prendre effet, nous dit ici le journal La Vérité. Et puis cette association Fivouille donc assure déjà disposer de partisans qui ne sont autres que ceux de la vie dans les 4 coins de l'île. Mais malgré cet éparpillement pour les présidentielles, la participation de la vie aux élections communales et législatives n'est pas à exclure. La formation politique pourrait envisager de présenter des candidats. Et à propos des résolutions qui ont découlé de la dernière rencontre préliminaire organisée par le FFKM, estime qu'il s'agit d'une forme d'expression comme les autres. L'Express de Madagascar, justement par rapport à ce sujet, nous met aussi à sa une
une élection, la vie fait bloc derrière Razafindava. Coup de théâtre hier, d'ailleurs, nous dit ici l'Express de Madagascar, les têtes de pont du parti Avi, dont Irlande et Maas ont officiellement déclaré leur soutien au candidat TGV, eh bien, elles ont créé une plateforme appelée Fivouille qui regroupe quelques associations pour faire gagner le candidat TGV. Mais voyons plutôt par rapport à la sortie de crise, l'initiative du FFKM divise. Nous titre ici en page 5 l'Express de Madagascar. Une question qui ne laisse pas insensible la démarche du FFKM avec la participation d'une centaine d'associations et de formations politiques en vue d'une réconciliation continue d'alimenter les débats. Le CFAFI, l'Observatoire de la vie publique, au nom des valeurs de la démocratie et de la justice dont il s'inspire, s'oppose radicalement à cette mascarade indigne, a d'ailleurs indiqué ses membres à travers un communiqué datant du 20 avril. Le CFAFI fustige et je cite entre guillemets, des gens qui ne représentent que eux-mêmes, sans mandat démocratique, dont l'incompétence, la prétention et la vénalité sont connues de tous. Et fin de cette citation, participe donc à la réunion préliminaire du 18 avril. Mais on nous fait savoir aussi que l'Observatoire de la vie publique renforce ainsi donc les rangs de ceux qui insistent sur la tenue des élections selon le calendrier établi et qui refusent toute prolongation de la transition, quelle que soit la forme de celle-ci. Sarah Georgette Rabé-Arsou, présidente et candidate du parti Arsène Madagascar, est déjà entre autres montée aussi au créneau pour dénoncer un projet sans garantie et de résultats positifs. Toujours à travers donc CD, eh bien la communauté internationale réagit également d'une manière rapide pour tenter d'étouffer dans l'œuf la démarche. Mais on nous dit aussi à travers cet article de l'Express de Madagascar que le FFKM se montre discret face aux attaques dont il fait l'objet et selon certaines indiscrétions, une consigne stricte aurait été donnée pour limiter aux 4 chefs d'église la possibilité de s'exprimer sur le projet de la Confédération. Et toujours de cet article, un chrétien qui suit les affaires nationales donc a lâché quelques phrases faisant comprendre ce qui pourrait éclairer la position du FFKM. Je cite, ces réactions sont prévisibles et le FFKM s'attendait à cela, mais Monseigneur Odon Razanakoul, l'archevêque d'Antananarive et président tournant du FFKM, avait assuré lors de l'ouverture de la réunion préliminaire que la Confédération des Églises est déterminée à aller de l'avant. Et toujours de dire que le FFKM œuvre pour la réconciliation, pour qu'il y ait apaisement et à sa connaissance donc qu'il n'est pas contre les élections. Il a précisé qu'il n'est que le facilitateur des discussions, mais il est de son devoir de veiller à ce qu'il ait apaisement. Fin de citation. Andra Zouel, le président de la transition, s'est exprimé aussi sur le sujet à Mbouvoumbe. Il avait refusé une nouvelle transition, mais n'avait pas écarté toute retouche des structures actuelles. Il avait remis sur table l'inversion de l'ordre des élections. Dans une certaine mesure, enchaîne encore ici l'Express de Madagascar, Mamra Koutorvé, chef de la délégation de la mouvance Ravalman, se réjouit de la position du CPS. Les résolutions sont plus précises concernant la mise en œuvre des dispositions prévues par la feuille de route, comme c'est le cas du retour des exilés et la libération des détenus. Une fois de plus, nous posons des questions sur la force exécutoire de ces décisions. Nombre d'entre elles avaient maintes fois été énoncées sans qu'il ait eu concrétisation, a-t-il toujours donc déploré. Voilà sur ce sujet. On enchaîne avec le journal Les Nouvelles qui nous dit aussi des élections, mais cette fois-ci c'est le secteur privé qui dit le secteur privé contre un report. Voilà ici le grand titre mis à la une par le journal Les Nouvelles et à ce sujet justement au secteur privé de nous dire qu'après 4 années de crise donc le secteur privé n'en peut plus et attend plus que jamais qu'enfin le pays avance vers des élections crédibles pouvant lui apporter la visibilité nécessaire pour les investissements. Avec un retour à la normale, il est possible d'aller à la conquête de nouveaux marchés dont l'extérieur. Ainsi, selon le président donc du CIM, qui n'est autre que Stéphane Ravelson, je cite, que les politiques reconnaissent la force du secteur privé qui, durant ces années de crise, a assuré le financement des recettes revenant à l'État. Il est temps qu'ils expriment leur gratitude envers le secteur privé, mais surtout envers la population consommatrice, sans laquelle rien n'est possible. Fin de citation. En effet, la crise a eu un impact considérable sur l'industrie malgache et le pouvoir d'achat des malgaches aussi, n'en parlons plus, a connu une baisse non négligeable et cela a eu des conséquences sur les ventes, créant également une instabilité au niveau de la population. Avec une insécurité croissante, non seulement sur le plan physique, mais également par rapport aux investissements, eh bien la situation actuelle n'est définitivement pas favorable au climat des affaires. Par ailleurs, toujours président du CIM d'ajouter qu'il n'y a aucune perspective d'avenir et les partenaires techniques et financiers sont moins disposés à porter leurs aides. Et dans le cas des industries, nous avons un gap à rattraper par rapport au commerce international. Et depuis le début de la crise, les industries malgaches sont à la traîne, mais pour pouvoir se développer, elles ont intérêt à se remettre au niveau. Et pour cela, il faut un retour à la normale. Fin de citation.
citation. Et à cause d'une très faible maîtrise du secteur entre 2011 et 2012, eh bien, les industries malgaches ont raté beaucoup de choses durant les 4 années de crise. Un changement de mentalité s'impose désormais. Avant les élections, nous délivre toujours cet article du journal Les Nouvelles. Il serait important de dresser les grandes lignes qui doivent mener vers la relance sur le long terme de l'économie malgache. Et pour cela, il faut élaborer un plan de développement de Madagascar qui soit reconnu par tous les régimes qui se succèdent. Et la continuité dans les actions est importante. Et parallèlement, il faut imposer une vision inébranlable quant au développement du pays pour s'imposer ici vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Madagascar matin. Norbert Ratiraoun en a sans avis. Neutre presque aphone face à la fracture de la vie en 3 tendances. Le grand silence pour accompagner le beau geste d'accorder pleine liberté à ses lieutenants. Eh bien, Auguste, le fondateur de la vie, aurait même donné sa bénédiction à ses compagnons de route qui empruntent au moins 3 voies différentes pour ces élections où une fois encore la vie a failli à son ambition d'être autre chose qu'un parti d'appoint. Et pour le coup, cette organisation a cessé de parler d'une seule voix. Mais notre attention s'est portée sur l'éditorial ici de Madagascar Matin qui nous dit se taire, une obligation de patriotisme. Les affaires en cours qui opposent les adversaires politiques et alimentent toutes sortes de polémiques lèvent dans l'opinion de nouveaux vents de troubles qui, plutôt que de favoriser l'avènement d'un climat d'apaisement, ne contribuent qu'à attiser les braises de la discorde. La sagesse invite sûrement à s'abstenir de s'immiscer dans ces guéguerres qu'entretiennent les différentes tendances qui affûtent leurs armes dans la perspective des élections. Évidemment que chacun se façonne son idée et son jugement sur cette actualité brûlante. On ne peut parfois s'en interdire et même, encore moins, ne peut l'interdire. Mais, nous dit ici l'éditorialiste Madagascar Matin, dans le blizzard qui enveloppe la vie publique, il est des suggestions sur des solutions déjà arrêtées, non seulement stériles, mais qui ne contribuent qu'à en rajouter à la confusion. Et puis, ici et là, donc, les discussions dans les épibars, eh bien, fleurissent de banalités que chacun s'enhardit à présenter comme une idée géniale, de l'autre d'une grande découverte inédite. Faut-il, par exemple, faire écho à ces prétentieux discours qui remettent en question les bases qui encadrent les prochaines élections? Il ne manque sans doute pas des idées frappées au coin du bon sens, mais ce n'est pas souvent qu'un vacarme de plus à la cacophonie. Les parlementaires, comme on le dit, nous souligne ici Madagascar Matin, ne se privent pas de rivaliser en ce domaine, histoire sans doute de sortir de l'anonymat et ne pas perdre le contact du peloton pour la sélection vue des élections. Heureusement encore, leur prête de posséder une dimension nationale puisque leur pouvoir est calqué même de façon virtuelle sur ceux des membres d'une assemblée d'élus. Tel n'est pas le cas des chefs des administrations décentralisées. En plus d'un titre d'ailleurs, ils ont le droit de se taire dans le jeu politique à l'échelle nationale. Ils ne sont que les relais du pouvoir central pour exercer l'autorité à l'échelon des collectivités décentralisées et leurs avis, lorsqu'il s'agit surtout du déroulement de la vie nationale, a autant de valeur et d'autorité que les suggestions entendues dans les épibars. Il arrive que l'on soit en droit de douter de la perspicacité de leurs remarques, quand ils n'ont, par exemple, de réflexion qu'à proposer le relèvement du montant de la caution exigée pour faire acte de candidature. Mais entre nous, que voulez-vous qu'ils fassent d'autre, hein? La disqualification en raison d'un manque de moyens est sans doute la moins mauvaise des pires solutions si l'on veut encore parler de démocratie. En quelque sorte, il ne s'agit que d'un mal nécessaire, mais avancer la suggestion qu'il faut encore relever la barre relève d'une idée qui ne peut que renvoyer à la notion de suffrage censitaire, comme nous le dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Et revendiquer l'imagination pouvoir trouve son sens à rétrécir l'espace aux platitudes, à pousser la réflexion. Il existe en effet d'autres idées, ne serait-ce que reposer la candidature sur des conditions d'essence démocratique, recueillir le parrainage d'un quota d'électeurs, en fin de compte un sujet de débat pour l'avenir, mais pour cette fois-ci, le processus est en marche. Le discuter est non seulement peine perdue, mais constitue une initiative à apaiser davantage de troubles, un climat suffisamment délétère. Midi, Madagascar, en la bande des 6 disloqués, c'est ici le grand titre, mis à la une par Midi, Madagascar, mais de sa colonne Vision, titrée Dispositions non appliquées, on nous dit le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni donc, rappelons-le, en urgence à Dar es Salaam en Tanzanie, et ce pour la situation à Madagascar. Un vent d'inquiétude, de voire même de panique souffle au niveau de cette instance, au vu des conclusions consensuelles émises par les préliminaires du dialogue malgacho-malgache organisé par le FFKM. Et pour sauver les élections perçues comme le moyen de revenir à l'ordre constitutionnel, le CPS donc a
réitéré son attachement à la feuille de route pour la sortie de crise au pays du 17 septembre 2011, qui constitue le cadre approprié pour la restauration de l'ordre constitutionnel et le règlement global de la crise que connaît Madagascar. Et puis, il a noté, nous dit encore ici Vision de Midi Madagascar, que certaines dispositions de la feuille de route n'ont pas été intégralement mises en œuvre, en particulier celles relatives au caractère neutre, inclusif et consensuel du processus de transition aux mesures de confiance et de réconciliation nationale, y compris le respect des droits fondamentaux, puis entre autres également l'octroi de l'amnistie, la formalisation du statut des anciens présidents, le dégel de tous les avoirs de l'ensemble des anciens présidents et le retour inconditionnel au pays de tous les exilés politiques. Il a demandé aussi aux autorités de transition de prendre d'urgence les mesures requises pour promouvoir la confiance entre les acteurs politiques et désamorcer la tension dans le pays, notamment en libérant les personnes militaires actuellement détenues, en respectant scrupuleusement la liberté d'expression, y compris les médias publics et privés. Mais à cette allure, en ce qui concerne aussi les candidatures à l'élection présidentielle, nous partage encore ici Vision de Midi Madagascar, le CPS exhorte les institutions de transition et les acteurs politiques de s'abstenir de toute action ou décision qui pourrait saper le processus électoral et empêcher une participation large des acteurs politiques aux prochaines élections, ainsi que de garantir la tenue d'élections libres, régulières, transparentes et crédibles à Madagascar. Et on achève notre lecture de presse de ce jour avec la Gazette de la Grande Île qui nous titre ici, c'est Fafi, pour des engagements précis des candidats. Mais si l'on parle toujours de politique, mais voyons aussi ce qui se passe ailleurs à travers aussi cet éditorial de la Gazette de la Grande Île, enseignement et développement. Il est démontré partout dans le monde que le développement d'un pays se base sur l'éducation de sa population et cela commence par un bon enseignement primaire et secondaire. Il ne peut y avoir un développement sans un réel investissement des pouvoirs publics dans le secteur de l'éducation et on aura beau dire que Madagascar regorge de richesses, tant que l'enseignement continue d'être le parent pauvre, eh bien, Madagascar ne sera jamais développé et les Malgaches resteront pauvres. Et ici, on nous fait part donc de l'évolution de l'enseignement primaire, par exemple, et secondaire, qui a été l'un des premiers soucis du gouvernement de la Première République, et c'est ainsi que les enseignants du primaire étaient formés dans les collèges normaux et centres pédagogiques, et ceux du secondaire, rappelons-le, à l'Institut national de formation pédagogique et l'université formaient les professeurs licenciés. Et puis, depuis la Deuxième République, en histoire, on rappelle donc, et on a assisté à une démocratisation de l'enseignement. Des écoles primaires publiques ont été construites dans chaque Foukoutane, des centres d'enseignement général dans chaque commune, afin de permettre à tous les enfants de quelque lieu de résidence qui soit d'avoir accès à l'instruction. Seulement, nous prévient ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, aucune mesure intelligente d'accompagnement n'a été prise. L'enseignement ne se limite pas aux bâtiments ni aux enseignants. Et puis, du temps aussi de la Deuxième République, enseignaient dans les écoles primaires ceux qui avaient le diplôme de BEPC, c'est-à-dire brevet d'études de premier cycle, et ont enseigné dans le secondaire les bacheliers qui faisaient leur service national, leurs forces armées. C'est à partir de cette période que tout le monde s'est inventé enseignant sans aucune formation pédagogique et le résultat est l'actuel niveau des élèves et des enseignants. Aujourd'hui, nous souligne ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, dans ces écoles publiques, la grande majorité des enseignants sont des enseignants FRAM, qui au-delà du fait qu'ils n'aient pas reçu de formation ou ne sont pas payés, en effet, cela fait maintenant 4 mois que les enseignants FRAM n'ont pas reçu leur subvention. Il est donc normal qu'ils fassent grève, qu'ils n'enseignent pas, que les élèves n'aillent pas à l'école, que les écoles soient fermées, que le développement du pays reste un vœu pieux, avec des enfants non instruits ou avec une éducation à 2 vitesses. Le fait que des enseignants FRAM n'aient pas touché leur subvention depuis 2 bimestres semble ne pas émouvoir nos politiciens, nos pouvoirs publics et le ministère de tutelle. Puis ici, une question est posée par l'éditorialiste. Comment les CST, les CT, les ministres réagiraient-ils s'ils ne touchaient pas leur salaire ou même leurs indemnités sur 4 mois? Il est clair que le développement du pays n'est pas l'objectif poursuivi par les dirigeants puisque l'enseignement n'est pas leur priorité. La lecture de presse du jour sur Alliance 92.